Il est 13 h en temps universel et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue dans votre édition. Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de la République de Corée a été reçu hier par le vice-président de la République. La venue du Coréen à Abidjan s'inscrit ainsi dans le cadre de la poursuite des échanges et du suivi des mesures de renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a procédé mercredi au nom du Premier ministre à l'ouverture officielle de la première édition du Forum africain de l'économie circulaire, un forum organisé par le district autonome d'Abidjan et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes vendredi, on parlera sport dans cette édition. Je recevrai sur ce plateau Samuel Metch qui va venir au nom de RTI Sport nous parler de l'actualité sportive. On évoquera bien entendu les deux matchs amicaux que les éléphants viennent de jouer au stade Félix Houphouët-Boigny. C'est dans 20 minutes exactement. Mais avant, on part tout de suite au palais de la présidence de la République où Tiemoko Melie Kone a échangé hier avec le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de la République de Corée. Le ministre donc qui indique être en Côte d'Ivoire à la suite de l'entretien récent entre le président de la République de Corée et le vice-président ivoirien. C'était à New York en marge de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Compte rendu, Viviane Haïm. La Côte d'Ivoire va bénéficier au même titre que 8 autres pays africains du grand projet baptisé Ceinture du riz coréen, initié par la République de Corée dans le cadre de son aide publique au développement. L'objectif, aider ces différents pays à développer leur production locale de riz afin de réduire leur dépendance aux importations. Présent à Abidjan dans le cadre de la signature du protocole d'accord avec le gouvernement ivoirien, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de la République de Corée, Chung Wang-keun, s'est entretenu ce jeudi 19 octobre au palais présidentiel avec le vice-président de la République, Kone Tiemoko Melie. Le ministre sud-coréen a exprimé la réelle volonté et la disponibilité de son pays à apporter son expertise à la Côte d'Ivoire en raison de liens historiques entre les deux pays. La Côte d'Ivoire, c'est le tout premier pays africain avec lequel la Corée du Sud avait établi des relations diplomatiques. Et la Côte d'Ivoire constitue un pays de plaque tournante dans l'Afrique de l'Ouest, s'agissant de la coopération internationale du gouvernement coréen. Et justement, lors de l'Assemblée générale à New York des Nations Unies, Monsieur le vice-président Kone avait eu un entretien avec son Excellence Monsieur le Président de la République de Corée. Et dans le cadre des mesures de suivi suite à cet entretien, dont je suis venue ici en Côte d'Ivoire pour approfondir les échanges et de coopération avec la Côte d'Ivoire. Et nous avons le projet K-Rice Belt, la ceinture du riz coréen, lancé par le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales de la Corée du Sud. Nous avons conclu le protocole d'accord avec votre gouvernement. Donc ce sont des sujets que nous avons abordés lors de l'entretien avec monsieur le vice-président Kone. Et la Corée du Sud dispose des expériences et technologies concernant une croissance rapide et intense de son économie. Et dans ces secteurs-là, nous allons coopérer de manière très étroite et ces liens de coopération seront réciproquement bénéfiques. D'une superficie d'à peine 100 210 km², la République de Corée est membre du G20, le groupe des 20 pays les plus industrialisés du monde. Elle occupe le rang de 10e économie mondiale et 6e exportateur mondial. Je vous le disais en titre, le Forum africain de l'économie circulaire a été lancé mercredi au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Cette première édition, co-organisée par l'INPHB et le district autonome d'Abidjan, est meublée entre autres de panels et d'expositions-ventes. Le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique était au lancement de cette édition 2023. Dongui Dongui y était aussi. Son compte rendu. Exposition de produits de l'économie circulaire, étalage de son potentiel économique,
on se bouscule dans les stands de la première édition du Forum africain de l'économie circulaire. Concept qui engage chacun et à tous les niveaux, selon le directeur général de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, l'un des promoteurs de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est dire simplement que tel que nous avons eu accès finalement au bien, ce bien, ça peut être la connaissance, ça peut être le produit, etc. Donc le produit auquel nous avons accès, ce produit, il ne faudrait pas qu'il s'arrête à notre niveau et qu'il parte à la destruction. Il faut qu'il retourne dans un circuit de façon à ce qu'il puisse être recyclé à perpétuité quand cela est possible. À la cérémonie d'ouverture déjà, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a pris l'engagement d'inscrire la promotion du concept d'économie circulaire sur la liste de ses priorités. J'entends inscrire résolument les actions de mon département dans la traduction du vaste chantier de la transition écologique en actions concrètes afin de garantir de manière durable, équitable et sûre les ressources vitales, la justice, le progrès social et une qualité de vie à nos concitoyens. Un panel a permis aux acteurs du secteur privé et public de partager avec les participants leurs expériences et bonnes pratiques en matière d'économie circulaire. Le Trésor public veut améliorer sa gestion des ressources de l'État. Hier jeudi, lors de la journée de sensibilisation des ordonnateurs sur les conséquences de la gestion de fait, ils ont vu leur capacité renforcée sur la gestion optimale des deniers publics. Dangui et Aboussoro étaient sur place pour RTI. Défini comme le maniement des ressources publiques par une personne qui n'en a pas le droit, la gestion de fait tend à prendre de l'ampleur. Et le Trésor public est préoccupé par une gestion saine et surtout dans les règles de l'art des deniers publics. D'où l'organisation ce jeudi de la journée de sensibilisation des ordonnateurs sur les conséquences de la gestion de fait. Initiative par ailleurs bien accueillie par la plupart des 400 bénéficiaires. Nous pensons que véritablement c'est bienvenu cet atelier-là. Et nous repartons en tout cas regarnis et nous sommes prêts à observer toutes les règles concernant cette gestion-là. On a bien compris que l'ordonnateur prend les décisions, mais que c'est le comptable public de l'État qui est habilité à manier les deniers publics. À l'ouverture de cette journée de sensibilisation, le Trésor public a souligné les enjeux et la nécessité de revenir à l'orthodoxie de la finance publique. J'insiste pour dire que cette journée de sensibilisation est le cadre approprié pour instruire les acteurs de l'exécution budgétaire sur les conséquences de la gestion de fait. L'objet de ce dispositif étant de rétablir l'orthodoxie des finances publiques à travers notamment l'application stricte du principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Cette journée de sensibilisation sur les conséquences de la gestion de fait est marquée par plusieurs présentations, notamment celle sur le principe de séparation des pouvoirs entre ordonnateurs et comptables et l'exclusivité des comptables publics en matière de maniement des deniers publics. L'Organisation internationale du travail et l'Union africaine ont organisé récemment ici à Abidjan une conférence sur la migration de la main-d'œuvre en Afrique. Il était question de promouvoir la coopération et la prise de position commune entre pays africains sur la gouvernance des migrations des main-d'œuvre, également la protection des travailleurs migrants. Les précisions de Serge Pacom, Didi et Abdoulaye Koné. La Côte d'Ivoire accueille la première conférence africaine sur les migrations de main-d'œuvre, une initiative de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, accompagnée par la Commission de l'Union africaine, avec en toile de fond la protection des droits des travailleurs migrants. Et pour appuyer les réformes politiques, une plateforme de gouvernance des migrations de main-d'œuvre vient d'être présentée aux États, aux communautés régionales, aux organisations et partenaires sociaux. C'est une conférence africaine qui vise à essayer de mettre ensemble les politiques, la vision de l'Union africaine et aussi des autres communautés économiques
régionale sur la question du travail des migrants, parce que c'est une question qui est vraiment très épineuse, vu que, comme nous le savons, le flux migratoire en Afrique est vraiment très élevé. Ce rendez-vous d'Abidjan bénéficie du soutien de plusieurs structures et organismes, dont les ambassades de la Suisse et de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, on accorde un intérêt particulier à la question du renforcement de la gouvernance des migrations de main-d'œuvre, et ce, à tous les niveaux. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil, c'est un pays d'hospitalité qui connaît très bien la question de la migration de la main-d'œuvre. Ça participe à son développement. La Côte d'Ivoire souhaite partager avec les autres États les bonnes pratiques, les actions qui ont été faites. Maximiser les avantages de la migration de main-d'œuvre tout en minimisant les risques et les coûts sociaux associés sont, entre autres, les résultats attendus de cette rencontre. Le top départ de la première édition de la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle a été donné hier ici à Abidjan. C'est une tribune de promotion des outils de profilage pour améliorer la gestion du capital humain dans les organisations africaines. Le reportage de Diarasouba Ami, Jean-Marc Djadji et Arnaud Kofi. 5 jours de réflexion pour améliorer la gestion du personnel en entreprise par la technique du profilage. C'est l'objectif des experts en ressources humaines au travers de la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. Initiée par un cabinet de formation RH, ces assises visent à sensibiliser les participants sur l'importance de définir le profil pour recruter le meilleur candidat au poste à pourvoir. Les outils de profilage, ce sont des tests de personnalité qui vont permettre non seulement aux gestionnaires de ressources humaines, mais aussi aux coachs, de comprendre quelle est la personnalité professionnelle, les atouts, les défis d'un candidat, par exemple, au recrutement. Ça fait 15 ans que nous accompagnons les hommes et les organisations dans leur processus de transformation. Et nous avons remarqué quand même qu'il y a beaucoup d'écart entre ce qui est attendu des collaborateurs et ce qu'on obtient des collaborateurs. Entre ce que les collaborateurs attendent de leurs entreprises et ce qu'ils reçoivent. Alors, après analyse, nous avons réalisé qu'il s'agit tout simplement de métriques que l'on peut très bien évaluer et en même temps combler. 6,2% est le taux de chômage en Afrique subsaharienne en 2022, dont 12,5% pour les jeunes. D'où la nécessité d'adopter de nouvelles approches, d'où l'accompagnement de l'État en termes de formation professionnelle. Nous encourageons chaleureusement tous les participants à suivre attentivement les discussions et à tirer le maximum de bénéfices de cet événement. Les connaissances partagées ici contribueront, nous en sommes convaincus, à améliorer la gestion du capital humain dans nos organisations africaines. Des masterclass et des panels sont prévus pour favoriser la création de réseaux et de partenariats pour l'optimisation du capital humain en entreprise. La lutte contre l'orpaillage clandestin s'accentue. Les exploitants miniers et les entreprises du monde agricole et forestier se sont réunis cette semaine à Abidjan pour évaluer le dispositif préventif de la lutte. Une rencontre qui a aussi permis de présenter les différentes actions menées par les parties concernées. On en sait plus avec Lanciné Bakayoko. Toutes les études le confirment. L'orpaillage clandestin est devenu une catastrophe pour la biodiversité et un facteur de désintégration des équilibres socio-économiques. Il provoque notamment l'insécurité alimentaire liée à l'abandon des activités agricoles au profit de l'exploitation artisanale de l'or. Pour faire face au phénomène, les autorités ont mobilisé d'importants moyens institutionnels et un dispositif préventif qui tarde à montrer l'efficacité attendue. Après 2 années de mise en application, nous voulons aujourd'hui savoir quels sont les impacts des recommandations que nous avons pu faire sur l'agriculture en Côte d'Ivoire. Les moyens, il faut les améliorer parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut mettre une plateforme d'éveil sur les sites. Les évaluations, du moins ce nouveau dispositif consultatif engagé par le secteur privé, devraient déboucher sur des actions complémentaires aux dispositifs préventifs existants. Dispositif préventif qui a tout de même permis quelques avancées. Toute la mafia qui était installée au niveau des différents acteurs a été mise sous scellé. Aussi, l'administration
à regarder réellement l'accélération des délivrances des autorisations qui sont très profitables aujourd'hui. Il faut dire aussi que nous, les acteurs en tant que tels, nous sommes en train d'être sensibilisés par rapport à la déclaration des différents types de production. L'enjeu est d'amener les acteurs du secteur à se mettre en règle, d'autant que l'orpaillage peut être une activité génératrice de revenus et pourvoyeuse d'emplois décents. Nous pensons que la partie faible actuellement, c'est, on va dire, que cette collaboration sur le terrain avec les acteurs, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère des Mines. Nous avons besoin qu'il y ait une collaboration entre toutes ces entités-là et l'UNEMAF afin qu'on sente sur le terrain les avancées de nos recommandations. Au moins 500 000 personnes exercent dans les mines artisanales orifères. Le gouvernement mise sur l'or pour porter la part des mines dans le PIB à 6%. Cet objectif devrait être atteint en augmentant la production d'or à 65% d'ici 2025. Le chiffre du jour, c'est 5 000. 5 000 prises en charge pour les élèves de Yopougon, au nord d'Abidjan. C'est une bouffée d'air frais que le nouveau maire élu de la commune offre ainsi aux parents d'élèves. Nos reporters Moussa Konaté et Richard Vao étaient à la mairie de Yopougon lors de la cérémonie de remise officielle. Des prises en charge scolaires pour les élèves de la commune de Yopougon. L'initiative de la mairie vise à soulager les parents pour la scolarisation de leurs enfants. Je suis très heureux de recevoir cette prise en charge pour ma fille Kadiolinda. Monsieur le maire est venu nous soulager, nous les parents. On a même pensé qu'on n'allait pas avoir la prise en charge vu qu'on est venu un peu en retard. Ça a été une surprise pour moi de voir que j'ai eu la prise en charge. C'est vraiment très bon d'avoir cette prise en charge là. Ça soulage vraiment les parents, surtout moi mes parents parce qu'on n'a pas de moyens. Au total, 5 000 prises en charge sont disponibles en ce début d'année scolaire. Le donateur, le maire de la commune Adama Bictogo, prévoit une augmentation du nombre. Cette année, c'est 5 000, mais nous devons viser 10 000 l'année prochaine. Il y aura donc 10 000 familles qui vont bénéficier l'année prochaine. Pour accompagner la cérémonie d'aujourd'hui, nous allons à nouveau étudier 1000 cas nouveaux pour passer de 5 000 à 6 000 d'ici le 15 novembre. En plus des élèves du secondaire, les apprenants de l'enseignement supérieur vont bénéficier eux aussi de prise en charge grâce à la collaboration avec une université privée. J'ai donc décidé d'offrir 200 prises en charge aux enfants qui ont eu le bac pour pouvoir faire des cours de sciences éco et de droit dans cette université. Les prises en charge distribuées concernent 68 écoles secondaires, 15 établissements supérieurs et 2 centres de formation qualifiantes. Sur la voie de l'épanouissement professionnel, le burn-out en Afrique, comment en arriver à bout? C'est l'intitulé d'une œuvre littéraire. Son auteur est Nelly Loboué Mendonça et c'est son tout premier livre, une autobiographie dans laquelle elle instruit les futurs lecteurs que vous êtes sur les symptômes du stress au travail et sur ses conséquences. Serge Pacom, Didi, Angela Diallo et Jonas Quadio étaient présents à Cocody à la dédicace de l'œuvre. Sur la voie de l'épanouissement professionnel, le burn-out en Afrique, comment en venir à bout et mon journal de vie sont les 2 premières sorties livresques de Nelly Loboué Mendonça. Ces 2 œuvres autobiographiques relatent l'histoire d'une affranchie des effets du stress au travail. Elles contiennent des ateliers pratiques destinés aux personnes souffrant du syndrome du burn-out, état de fatigue intense causé par le stress au travail. L'auteur instruit sur l'impact de ce phénomène dont elle a été elle-même une victime. C'est un livre et un journal de vie pour aider en fait les personnes en situation de burn-out à se prendre en charge en fait, parce que quand on est dans cette situation, on ne veut pas forcément parler à quelqu'un. C'est un cri de cœur pour moi de pouvoir parler de ce phénomène-là parce qu'il détruit des familles, il détruit des vies. Une fois la page sombre de cette trajectoire de vie tournée, Nelly Loboué Mendonça s'est engagée à trouver sa voie grâce au réconfort divin dans la décoration intérieure, l'aménagement d'espace et le désencombrement appris à l'école d'architecture. Effectivement, le burn-out, c'est un mal que les gens ne connaissent pas. Et donc moi, déjà en lisant la préface de l'œuvre, je me suis un peu retrouvée dedans. Donc je pense que c'est bienvenu. C'est une belle initiative qu'elle a prise de montrer à la face du monde
un problème qui se pose dans toutes les administrations. Ces 2 ouvrages renseignent sur les premiers symptômes du burn-out, se manifestant par un stress chronique au travail. L'hystérie, la colère, l'auteur décide d'en parler dans son ouvrage parce qu'il détruit des familles, des vies et même des entreprises. Et nous sommes vendredi, on en vient à présent à la page sport de notre édition. Depuis la semaine dernière, vous avez droit tous les vendredis à votre page sport dans le 13h, 10 minutes consacrées à l'actualité sportive nationale et internationale avec un membre du service autonome des sports. Et comme la semaine dernière, c'est Samuel Metch qui est encore avec nous ce vendredi. Bonjour Samuel. Bonjour Hamza. Alors dites-nous tout. Alors tous, et bien entendu parler déjà des 2 matchs amicaux que les éléphants ont pu observer ici au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour cette fenêtre FIFA. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont eu donc 2 gros matchs test face au Maroc le 14 octobre déjà et puis ensuite face à l'Afrique du Sud le mardi 17 octobre. 2 rendez-vous où le commando de Gassé a eu 2 visages. Jean-Sylvain Risso. Les éléphants ont montré 2 visages lors de la trêve internationale face à 2 belles équipes du continent. Contre le Maroc, demi-finaliste du Mondial Qatari 2022, favori avant le coup d'envoi de ce duel de prestige, les éléphants de Jean-Louis Gassé, disposés en 4-3-3, ont asphyxié dans le jeu les Lions de l'Atlas. L'une des satisfactions du match, Seko Fofana, de retour en sélection. Avec sa niaque aux côtés de Kessié et Sangaré, le sociétaire d'Al Nasser a su se faire respecter dans les tâches défensives et offensives. Les éléphants auraient pu inscrire plusieurs buts si le sociétaire de Reims, Oumar Diakité, n'avait pas manqué 2 belles situations de but, à la différence de son aîné, Sébastien Haller, intelligent dans son appel et parfait sur cette action. Un but qui n'a malheureusement pas suffi au bonheur du commando de Jean-Louis Gassé, qui n'a toujours pas trouvé de panacée à son mal de garder sa cage inviolée face aux grands du continent. L'erreur de Silla Abaka a permis aux Marocains en difficulté d'arracher le nul, 1-1. 3 jours plus tard, les éléphants étaient face au Bafana Bafana, également qualifié pour la CAN. Le sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gassé a choisi de reconduire le même 11 de départ, à l'exception du jeune Oumar Diakité, qui a été remplacé par le virevoltant Wilfried Zaha. Le commando ivoirien est accueilli à l'aube du match suite à une perte de balle de son capitaine, Franck-Yannick Kessié. La suite est beaucoup plus compliquée pour les Ivoiriens qui seront finalement délivrés par la tête de Sébastien Haller à la 66e minute. Score final 1-1. 2 matchs nuls qui devraient permettre au groupe de Jean-Louis Gassé de bonifier sa préparation à 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors Samuel Metch, avec ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui reste à faire pour cette équipe? Mais concrètement, ce qui reste à faire, c'est continuer de travailler. Hamza Diaby, la Côte d'Ivoire a dominé littéralement le Maroc. Par la suite, la Côte d'Ivoire s'est fait donc malmener par l'Afrique du Sud. Quand je dis malmener, c'est pas parce que la Côte d'Ivoire aura perdu un match. Non, la Côte d'Ivoire fait match nul avec l'Afrique du Sud, mais dans le jeu, la Côte d'Ivoire était quand même largement dominée. Voici 2 visages auxquels Jean-Louis Gassé donc devra faire face. Oui, des éléphants, juste après le Maroc, il a dit, le sélectionneur ivoirien était fatigué. C'est vrai, donc il va falloir travailler donc le volet récupération des éléphants de Côte d'Ivoire. Ensuite, boucler les automatismes qui devraient se faire donc au niveau de l'attaque. C'est vrai qu'il a été l'homme chanceux de ces 2 matchs amicaux. Il s'agit de Sébastien Haller, mais à côté de lui, il faut toujours donc travailler la paire pour que ça puisse marcher soit avec Oumar Diakité ou avec Wilfried Zaha, ou lui trouver donc quelqu'un avec qui pourra véritablement bien s'entendre au niveau de l'attaque ivoirienne. La défense également donc nous a rassuré quelque peu, mais il faudra continuer de travailler. C'est vrai que la grosse satisfaction est venue du milieu de terrain avec ce trio. On parle de Seko Fofana, de Sangaré et également donc de Kessié. Il faut continuer de travailler, rester concentré pour que notre équipe ait fière allure. Justement, Sébastien Haller, vous l'avez évoqué, c'est l'homme des buts, mais l'homme qu'on attendait véritablement, c'était Seko Fofana. C'était Seko Fofana, il était attendu par toute la Côte d'Ivoire, il a répondu bel et bien présent. Il s'est fait quelque peu pardonner, donc cette absence en équipe nationale. Seko Fofana est en train de devenir, je dis bien en train de devenir, l'homme providentiel de cette équipe nationale, l'homme sur qui la nation ivoirienne voudrait bien compter. Donc est-ce qu'il est en train d'être le patron de cette sélection ?
C'est la suite qui nous le dira. Mais pour l'heure, à l'issue donc de ces 2 matchs amicaux, Seko Fofana a été quelqu'un de très présent. Il a été donc à tous les secteurs de jeu. Il s'est fait respecter. À l'issue de ces 2 matchs amicaux, est-ce qu'on peut dire que notre équipe est prête ou qu'elle se prépare de plus en plus, elle s'apprête et puis, on a un souci, un gros, c'est peut-être la conservation de l'avantage. Quand on a un but d'avance, 1 ou 2, comment faire pour garder l'avantage? Comment faire pour garder l'avantage? C'est être costaud derrière. Donc, dans un match de football, c'est toute une équipe qui pousse l'équipe vers l'attaque. Et également, il faut être costaud en défense. Ce n'est pas qu'un seul individu qui défend. Donc, cette osmose-là devra exister en équipe nationale. Et pour l'heure, Gassé... Donc, la défense, c'est notre problème en ce moment? Quelque peu, mais on dira... pas forcément la défense, on ne va pas tirer à boulet rouge sur toute la défense parce que ces garçons-là qui sont venus en défense ont quand même bien tenu leur rang. On parle donc de Diomandé, on parle d'Indika, on parle des garçons qui sont vraiment, qui ont envie de donner à leur nation. Et donc, il y a un gros travail qui est en train de se faire, mais c'est de l'ensemble de l'équipe qu'il faut parler. Il faut que tous les secteurs soient bien bouclés et qu'on défende ensemble, qu'on attaque ensemble parce que le jeu sans ballon, on le dit au football, c'est la meilleure défense. Il faut pouvoir donc faire un pressing pour récupérer le ballon et ensuite se projeter bel et bien donc vers l'attaque. Et le volet mobilisation? Le volet mobilisation... Les Ivoiriens ont répondu présent. Il faut saluer la belle mobilisation des éléphants, on dira des amoureux des éléphants de Côte d'Ivoire pour parler donc des supporters. Il y avait un certain désamour et certains qui commençaient à ne pas trop croire en cette équipe. Plusieurs curieux sont venus au stade Félix Houphouët-Boigny et ont vu qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Il faut compter sur cette équipe qui n'a pas besoin d'être prête avant la compétition, mais qui a surtout besoin d'être prête pendant la compétition, et c'est à cela que tout le monde travaille. Et cette équipe déjà, donc, il y a une ossature qui se met en place, il y a un groupe qui commence à bien vivre ensemble, parce que, Hamza, ce qu'on ignore, c'est que il faut un groupe, c'est vrai, mais il faut que ce groupe vive bien ensemble, qu'il y ait une certaine quiétude dans l'équipe nationale, et pour l'heure, les jeunes qui viennent retrouver les anciens, il y a une bonne entente, et les choses se passent à merveille pour l'heure. Et pendant ce temps, pendant que ces matchs amicaux se déroulaient, la Ligue 1, elle se poursuivait, elle ne s'est pas du tout arrêtée. Elle ne s'est pas arrêtée. On en sera même à la 4e journée. On en sera même à la 4e journée. Et un fait marquant donc pour cette 3e journée de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Il s'agit de notre championnat national. Il y a eu quand même cette défaite de l'ASEC Mimosa face à l'AS Denguélé. Et puis, naturellement, cette 4e journée nous donnera de voir de belles oppositions. Alors, c'est une Ligue 1 de Côte d'Ivoire assez intéressante. La grosse affiche, ce sera donc entre le 2e actuel donc de notre championnat, l'AS Denguélé, et le 3e, le CO Korogo. Donc CO Korogo, AS Denguélé, c'est le derby du Nord qu'il va falloir suivre. Hamza Diaby, les 2 équipes ont 7 points. Donc imaginez un peu. Et à chaque fois que ces 2 équipes se sont rencontrées, il y a eu toujours plusieurs buts. D'ailleurs, la dernière affiche en date entre l'AS Denguélé et le CO Korogo, c'est l'AS Denguélé qui l'a remporté 3-2. Vous imaginez? Donc il y aura de belles choses à voir. Demain samedi, au stade Robert Champroux de Marcory, c'est toujours un régal que de voir ces 2 équipes. Et puis le programme complet nous donnera donc samedi 21, Boaké face à la FAD à Yamoussoukro. Nous aurons Zoma FC qui est le premier actuellement donc, de notre championnat, donc face à la SOA 16e, ce sera au Parc des Sports. FC Mouna 12e face à la SEC Mimosa 4e au Champroux. Et puis le dimanche, nous aurons le Stella face à Gagnoa. Le Stade d'Abidjan va croiser le fer avec le RCA et le FC San Pedro face à la Zida Bengourou. Sol FC sera face à l'Is de Sassandra. Et les 2 matchs que vous pourrez voir en direct donc, sur les antennes du groupe RTI, il y aura CO Korogo AS Denguélé à 17h le samedi et le dimanche à partir de 15h30 en direct toujours Sol FC, l'Is de Sassandra. Et puis, autre point de notre JT du sport, c'est la boxe. C'est la boxe. On voit que cette discipline renaît. Ben ouais, cette discipline renaît. Le noble art est en train donc de revenir dans le cœur des Ivoiriens à travers un événement sportif assez intéressant, le choc des Titans. Et c'est la ville de Boaké qui a abrité le 14 octobre dernier la 4e édition du choc des Titans pour Jimmy Traoré qui en est l'initiateur. L'objectif, c'est de détecter de nouveaux talents. Mouyabi Diabaté. Après les étapes d'Atekoubé et d'Aloa, la caravane du choc des Titans a mis le cap sur la ville de Boaké. La population a eu droit à des tests de dépistage gratuits du diabète et de l'hypertension. Vous avez vu ces parents-là, ils étaient tellement émus que leur fils vienne chez eux apporter les médecins pour leur donner cette opportunité de faire une test de glycémie. Vous savez, les gens ils meurent de diabète sans savoir. Ils se dépistent rarement. Menu de cette étape, 6 combats amateurs.
Sur le ring, les jeunes boxeurs issus de la région du Bouaké ont rivalisé d'ardeur dans le but de promouvoir le noble art aujourd'hui en perte de vitesse. Le choc des titans continuera de sillonner l'ensemble du territoire national pour la recherche des pépites. La Côte d'Ivoire s'est construite par Houphouët-Boigny, qui a été un grand homme paix à son âme, qui a primé la boxe en son temps, sur l'ère de Marie Konaté. C'est parce que c'est l'école du sérieux, l'abnégation, du travail du jeune Ivoirien. Prenez aujourd'hui par son fils, le président Alassane Ouattara, son excellence, et tout son gouvernement dans son entièreté. Nous sommes en train de porter ce projet-là pour que l'Ivoirien de Bouaké, le petit de Sokoura, de Kokor, où on est aujourd'hui, ait un rêve. Depuis quelques années, la boxe sport tant chérie par le père fondateur de la nation, Félix Houphouët-Boigny, revient en Côte d'Ivoire grâce à l'impulsion de Jimmy Traoré avec cet événement annuel qui prospère au fil des éditions. Merci beaucoup, Samuel May. Merci. Au commentaire de cet élément de Moyabi, il y avait Oda Legbe. Oda Legbe. Ouais. J'ai failli vous dire que je n'ai pas reconnu la voix de Moyabi Diabaté. Mais oui, c'est clair. Merci Samuel May pour ce beaucoup. journal du sport et on se retrouve très vite. Peut-être vendredi prochain. Pourquoi pas. Avec quelqu'un d'autre. Avec grand plaisir. Moi, je reviens chez vous samedi à 13h.